Le mythe de la révolution d'octobre. La prise du palais d'hiver, siège du gouvernement, le 25 octobre 1917, selon le calendrier russe grégorien. Légende et réalité. Sergei Eisenstein, le grand réalisateur, dépeint les événements en puissants tableaux. Dans son film « Octobre », les masses révolutionnaires menées par Lénine envahissent le palais. Leur but, déposer le gouvernement corrompu. Mais en réalité, Lénine n'y était pas. Le célèbre film est de la propagande, la vérité est bien différente. Soudain, les bolcheviks, après une révolte que la majeure partie de la population n'avait pas remarquée, la nuit où les ponts et les berges ont été pris d'assaut, se sont retrouvés au pouvoir du jour au lendemain. Le matin suivant le coup d'État, le palais est assiégé par les curieux. Il y a peu de dégâts, quelques fenêtres cassées. Aucun objet d'art n'a été détruit dans le palais d'hiver. Tout ce que contenait la cave à vin l'a été par les gardes rouges, qui ont tout bu. Des vins et des cognacs âgés de 100 ou 200 ans. Tout était brisé. Quelle honte. C'est l'œuvre de quelques centaines de gardes rouges et de marins commandés par Léon Trotsky, qui donne là les premières preuves de ses talents de stratège. Trotsky, qui avait organisé le coup d'État, a dit un jour qu'il aurait suffi d'un régiment discipliné et loyal pour le contrer. Mais qu'un tel régiment n'existait pas. Lénine est le grand vainqueur de la révolution bolchevique d'octobre. Son désir irrépressible de pouvoir lui permet de s'imposer au sein de son parti, puis dans toute la Russie. Vladimir Ilitch Ulyanov, né en 1870 dans la ville rurale de Simbirsk, est fils d'un inspecteur des écoles. Sa mère, d'ascendance noble, est une démocrate éclairée qui transmet ses idéaux à ses enfants. Vladimir est un écolier doué, brillant et intelligent. Lorsque son frère Alexandre est exécuté en 1887 pour sa participation à un attentat manqué contre le tsar, il choisit la voie révolutionnaire. Quelques années plus tard, il prend le nom de guerre de Lénine. L'attitude de Lénine envers l'autocratie russe différait peu de celle de la faction radicale de la soi-disant intelligentsia révolutionnaire. Pour eux, le régime tsariste était l'incarnation du mal. Le tsar Nicolas II règne sur un empire s'étendant de Varsovie à Vladivostok. Monarque autocrate, il n'obéit qu'à Dieu et à lui-même. Son allié, l'aristocratie qui s'est partagé le pays. Une classe supérieure restreinte, mais immensément riche. La Russie est une société rurale. 80% des 135 millions d'habitants travaillent dans l'agriculture. À l'abolition du servage en 1861, ils deviennent des citoyens libres. Mais ils ne possèdent toujours pas la terre. Comparé aux paysans, il y a peu d'ouvriers, 3 millions. De nombreux agriculteurs fuient la pauvreté de la campagne pour les grandes villes. Dans les quelques usines de Saint-Pétersbourg, Moscou et Minsk, ils peinent pour un salaire de misère, souvent 18 heures par jour. Les gens vivent dans des conditions inhumaines, déracinés, jetés pêle-mêle dans des logements collectifs. Le régime tsariste résiste à toutes les tentatives de démocratisation. Les partis politiques sont interdits jusqu'en 1905 et leurs membres persécutés, arrêtés et emprisonnés. Des milliers sont incarcérés ou bannis. Plus un pays est arriéré, plus il y a de risques qu'il connaisse des actions de protestation violentes. Et plus la pression exercée sur la société par l'État, la police et l'armée est forte, moins il y a de chances que le mouvement socialiste arrive au pouvoir par des moyens démocratiques. C'était la vision d'une civitas sans exploiteurs. Une société totalement égalitaire, où seuls les ouvriers existent,
et où les exploiteurs sont rabaissés au rang de citoyens de deuxième classe. La société occidentale plus pragmatique a transformé le marxisme et la social-démocratie. La mentalité russe veut appliquer à la lettre tout ce qui est écrit dans le livre. En novembre 1895, Lénine fonde l'Union de lutte pour la libération de la classe ouvrière. Accusé d'agitation politique, il est banni en Sibérie en 1897. Il y épouse la révolutionnaire Nadejda Krupskaya. Après son bannissement, Lénine quitte la Russie pour l'exil. Brillant théoricien et orateur né, il devient le chef de l'aile radicale des sociaux-démocrates russes. Sa faction parvenant à gagner un vote du parti de quelques voix, il lui donne le nom de bolcheviky, qui signifie majorité. L'aile démocrate et parlementaire, qui en fait est plus nombreuse, prend le nom de mencheviky ou minorité. Les bolcheviks prônent la dictature sans concession du prolétariat. Le postulat est que l'homme est bon. Par conséquent, contrairement aux croyances conservatrices ou libérales, l'humanité n'a pas besoin de freins et de contrepoids de contrôle. C'est l'erreur de base du communisme et de Lénine, qui a mené au pouvoir sans limite, qui est inhérent au bolchevisme depuis le début. C'était censé être un parti de révolutionnaires professionnels, un parti à la discipline ferme, centralisé, qui allait jouer le rôle d'avant-garde de la classe ouvrière. Cette conception, qui marquait une rupture totale dans l'histoire du mouvement marxiste, était révolutionnaire. Le principe de base est que le peuple ne sait pas ce qui est bon pour lui. C'est par une méthode élitiste, scientifique, qu'on peut savoir objectivement ce qui est bon pour le peuple. La subjectivité n'a pas sa place. Été 1914. L'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche brise le fragile équilibre international. La Russie mobilise, l'Allemagne ouvre les hostilités. Pour Lénine, qui vit en exil, le début de la Première Guerre mondiale est une nécessité historique, annonçant la fin imminente du capitalisme. Les rigueurs de la guerre accroissent les tensions politiques et économiques en Russie. Les masses manifestent contre la faim, la guerre, le gouvernement et le tsar. Nicolas II est forcé d'abdiquer après la révolution de février 1917. Un gouvernement provisoire est formé et dans tout le pays apparaissent les soviets, des conseils d'ouvriers et de soldats. Le gouvernement bourgeois parlementaire de Kerensky et les soviets radicaux, opposés par des conceptions irréconciliables, sont incapables de régler les problèmes urgents. Tandis que la guerre fait rage dans presque toute l'Europe, Lénine, exilé à Zurich, formule un programme radical. Il refuse la République parlementaire et dans ses fameuses thèses d'avril, demande l'élimination du gouvernement provisoire et la prise du pouvoir par les soviets. La réaction de ses camarades russes n'est pas enthousiaste. On pensait à l'époque que le long exil de Lénine ne lui permettait pas de saisir parfaitement la réalité russe, qu'il avait même perdu tout contact avec elle. La solidarité de toutes les forces révolutionnaires était à l'ordre du jour. Vous devez vous rappeler que Lénine a pris le train de la révolution en marche. Ce n'est pas lui qui l'avait initié. À l'époque, il vivait en Suisse. Il buvait de la bière et il discutait de l'économie allemande. Lénine comprend qu'il doit retourner en Russie pour prendre la tête du mouvement. Son but, l'armistice immédiat et une grande réforme agraire. Il cherche le soutien des masses. Le gouvernement impérial allemand lui offre, ainsi qu'à d'autres révolutionnaires, le droit de passage sur son territoire. Les exilés traversent l'Allemagne dans un wagon plombé.
le retour de Lénine à Petrograd est censé déstabiliser la Russie, ennemie de l'Allemagne. Pour le commandement suprême allemand, la révolution en Russie est l'occasion de gagner la guerre sur le front Est. Avec des slogans accrocheurs, fin de la guerre impérialiste, voler ce qui vous a été volé, Lénine incitait les paysans à confisquer les terres des propriétaires. Ces slogans ont eu un effet énorme sur la paysannerie et sur le prolétariat. Et Lénine s'est adapté à l'humeur des classes inférieures russes. À son arrivée, le 16 avril 1917, Lénine est accueilli avec enthousiasme par ses partisans. Le lendemain, il expose son programme devant une assemblée de l'aile bolchevique du parti. La révolution bourgeoise de février doit être suivie par la révolution socialiste. Pour appliquer sa décision, une rébellion armée doit prendre le pouvoir. En mai 1917, Trotsky rentre en Russie. Lui aussi a été actif dans le mouvement ouvrier à la fin du 19e siècle. Il a été déporté en Sibérie à cause de ses activités et il a vécu en exil de nombreuses années après s'être enfui. Comme Lénine, il exige le renversement du gouvernement provisoire et prône la révolution mondiale. Il organise la prise du palais d'hiver, fait arrêter le gouvernement provisoire et aide Lénine et les bolcheviks à s'emparer du pouvoir. Ils avaient pris le pouvoir dans un des pays les plus arriérés du monde. 140 millions d'habitants, une société agraire, très peu d'ouvriers et un taux de 80% d'analphabétisme. Le pays était en ruine, détruit par 3 années de guerre. Et les révolutionnaires devaient affronter la contradiction entre leur volonté de construire une société socialiste idéale et la réalité. Tout de suite après la victoire de la Révolution, le nouveau gouvernement, le Conseil des commissaires du peuple, met en œuvre le programme de Lénine. Il offre aux Allemands un armistice immédiat. Dans l'esprit de la Révolution mondiale, les soldats allemands et russes fraternisent. La réforme agraire est également mise en place promptement. Les soldats paysans voulant rentrer chez eux, l'armée est dissoute. Les grands propriétaires sont chassés sans indemnisation et leurs terres redistribuées aux plus pauvres. Le vieux rêve devient réalité. Des millions de paysans russes possèdent enfin leurs terres. D'un côté, la doctrine marxiste était très importante pour Lénine. Et la doctrine marxiste dit « la terre sera nationalisée ». D'un autre côté, Lénine avait un sens aigu des désirs de la population rurale, au contraire de bien des marxistes dogmatiques, même au sein du parti bolchevique. Et il savait qu'une mesure telle que la nationalisation immédiate des terres rendrait les paysans tellement furieux qu'ils rejetteraient le système. Il voulait donc remettre la question à plus tard. Lénine était intelligent. Il avait compris que la Russie n'était pas un pays industriellement développé comme l'Allemagne ou l'Angleterre, ou même la Belgique ou la France. C'était un pays agricole, avec une population relativement restreinte d'ouvriers d'usines. On ne pouvait pas baser la révolution sur les seuls ouvriers de Moscou et de Petrograd. Ça a été sa grande contribution à la théorie révolutionnaire. Et son plus grand disciple n'a peut-être pas été Staline, mais Mao. Pour les nouveaux propriétaires terriens, Lénine est un héros. Il croit en un avenir meilleur et célèbre la révolution socialiste. Les premières élections libres en Russie ont lieu le 25 novembre 1917. Pour la première fois dans l'histoire, les femmes ont le droit de vote. Le Parti social-révolutionnaire remporte le scrutin. Les bolcheviks n'ont qu'un quart des voix. Lénine sent son pouvoir menacé. En décembre, il fonde la police secrète nationale, la Tchéka.
Sous le régime tsariste, les bolcheviks, comme tous les partis de gauche, se battaient pour une assemblée constituante résultant d'élections libres à bulletin secret. Finalement, en novembre 1917, de telles élections ont eu lieu et lorsqu'au début janvier 1918, l'Assemblée constituante s'est réunie, il est devenu évident que 70% de ses membres étaient un parti paysan. Quand les députés de l'Assemblée constituante votent le 18 janvier 1918 contre le transfert de tous les pouvoirs aux soviets, Lénine quitte la salle. Les bolcheviks font en sorte que cette première réunion soit aussi la dernière. Ensuite, sur l'ordre de Lénine, l'Assemblée a été perturbée et dissoute. Le lendemain, Lénine fait verrouiller les portes et arrêter les députés. C'est la fin de la démocratie en Russie. Elle a duré une journée. Après la violente dissolution de l'Assemblée constituante, les bolcheviks ont refusé d'appliquer le principe démocratique de la loi de la majorité. Ce qui signifie qu'ils ne pouvaient gouverner cette majorité qui les rejetait que par la force et un régime totalitaire. La Tchéka s'installe place Loubianka au centre de Moscou. Le premier chef de la police secrète soviétique est Félix Dzerzhinsky, un intime de Lénine. Sous sa direction, elle devient le principal outil de maintien du pouvoir. La Tchéka, la police secrète, ne combattait pas seulement les ennemis de la révolution, mais surtout les mencheviks et les socio-révolutionnaires, les partisans de la révolution qui n'étaient pas bolcheviks.